Il existe une vérité simple. La dernière fois que des humains ont quitté la Lune remonte à décembre 1972. Et depuis ce moment, personne n'y est retourné. Pendant plus de 50 ans, l'humanité a envoyé des sondes aux confins du système solaire, placé des robots sur Mars et construit des stations spatiales en orbite autour de la Terre. Pourtant, la Lune elle-même est restée intacte. Les astronautes d'Apollo faisaient face à un risque constant de mort, opérant aux limites d'une technologie encore à ses débuts. Plus importante encore, chaque mission transportant des humains vers la Lune n'a jamais été seulement un défi scientifique, mais aussi un défi politique et économique. Alors pourquoi un lieu autrefois conquis est-il devenu un monde oublié? Qu'est-ce qui a poussé l'humanité, avec une technologie aujourd'hui bien plus avancée, à hésiter à retourner vers un endroit autrefois considéré comme la clé des futures missions vers Mars et l'espace lointain? Pour se rapprocher de la réponse, nous devons revenir au moment où le programme Apollo a atteint son plus grand accomplissement et en même temps sa limite finale. Apollo 17 n'était pas simplement le dernier vol du programme Apollo, c'était le moment où le modèle d'exploration lunaire du XXe siècle a atteint sa limite absolue. Lorsque les roues du véhicule lunaire ont roulé à travers la vallée de Taurus-Littrow en décembre 1972, la Lune était exploitée comme un véritable laboratoire géologique extraterrestre. Taurus-Littrow était une intersection rare entre des hauts plateaux anciens et des coulées de lave plus récentes, entourées de montagnes s'élevant à plus de 2000 mètres. Si profondes et accidentées, si elles étaient sur Terre, elles pourraient rivaliser ou même dépasser les reliefs extrêmes du Grand Canyon. Au cours de 3 activités extravéhiculaires, les astronautes d'Apollo 17 ont réalisé un total de 22 heures et 4 minutes d'EVA, le plus long de tout le programme Apollo. Ils ont parcouru plus de 35 km à la surface lunaire, collectant 4 kg de roches et de régolithes, soit presque l'équivalent du total combiné de plusieurs missions Apollo précédentes. Parmi ces découvertes, le sol orange est devenu emblématique, avec des grains orange vifs dispersés à travers le régolithe gris familier. Des analyses ultérieures ont révélé que ces particules étaient du verre volcanique formé il y a environ 3,5 milliards d'années, fournissant une preuve directe d'une activité volcanique explosive dans le passé lointain de la Lune. Apollo 17 était également la seule mission de l'histoire d'Apollo à inclure un géologue professionnel, Harrison Schmitt, comme membre d'équipage. Les décisions d'échantillonnage n'étaient plus strictement planifiées, mais ajustées de manière dynamique en fonction des conditions géologiques réelles à la surface. Lorsque l'astronaute Gene Cernan monta pour la dernière fois l'échelle du module lunaire, il ne déclara pas la victoire, ni ne promit un retour, et peut être que ce silence disait tout. Apollo avait accompli tout ce pour quoi il avait été conçu.
La Lune n'était pas seulement une destination, mais un environnement bien plus hostile que les premiers triomphes ne l'avaient jamais suggéré. Vue depuis la Terre, la Lune paraît calme, silencieuse et familière. Mais une fois que des humains ont réellement posé le pied à sa surface, elle se révèle comme un environnement extrême où presque toutes les hypothèses biologiques et techniques sont poussées à leurs limites. Vient d'abord l'atmosphère. La pression à la surface de la Lune est si faible qu'il n'existe aucun tampon protecteur contre les micrométéoroïdes, aucune dispersion de chaleur et aucune capacité de régulation environnementale. Chaque petit impact provenant de l'espace est enregistré directement à la surface. Vient ensuite le champ magnétique. La Lune ne possède pas de bouclier magnétique global. Seulement de faibles régions magnétiques résiduelles dans sa croûte. Les mesures effectuées par les instruments Apollo et plus tard par le Lunar Reconnaissance Orbiter montrent que les niveaux de radiation sur la Lune peuvent être 100 à 200 fois plus élevés que la moyenne sur Terre. À court terme, les combinaisons spatiales peuvent offrir une protection sur des mois ou des années. Les radiations deviennent un ennemi biologique sérieux. Vient ensuite la température. La Lune connaît certaines des variations thermiques les plus extrêmes du système solaire proche de la Terre. Pendant la journée, les températures de surface peuvent dépasser 120 degrés Celsius. La nuit, elles chutent en dessous de moins 170 degrés Celsius. Et comme un cycle complet jour-nuit lunaire dure environ 29,5 jours terrestres, chaque jour ou nuit s'étend sur plus de 2 semaines continues. Cela crée d'énormes défis pour les systèmes d'énergie, le stockage thermique et les matériaux de construction, mais peut être que l'ennemi le plus silencieux se trouve directement sous nos pieds, le régolithe. Le sol recouvrant la surface de la Lune n'est pas un sable lisse et arrondi comme sur Terre. Il est le produit de milliards d'années d'impact de météorites, broyés sans eau ni vent pour adoucir ses arêtes. Lors des missions Apollo, le régolithe lunaire a usé les articulations, bloqué les fermetures éclairs, endommagé les couches protectrices et provoqué des irritations respiratoires chez les astronautes. La faible gravité, seulement environ 6,5% de celle de la Terre, réduit l'énergie nécessaire pour le lancement et l'atterrissage, mais crée de sérieux problèmes physiologiques lors de séjours prolongés, notamment la perte osseuse, l'atrophie musculaire et les troubles de l'équilibre. La Lune ne tue pas les humains instantanément, mais elle les érode avec le temps. Apollo a prouvé que les humains peuvent atteindre la Lune, mais la Lune, dans son état naturel, n'est pas accueillante pour une présence humaine à long terme. Si cet environnement est trop hostile pour les humains aux premières étapes, alors qui ou quoi peut l'affronter avant nous? Et c'est à ce moment que le rôle des robots devient non seulement logique, mais presque inévitable.
Les robots n'ont pas besoin d'oxygène ni d'eau, ne craignent pas les radiations et ne sont pas affectés par le cycle jour-nuit de 29,5 jours de la Lune. À partir de la fin des années 1990, les missions robotiques ont commencé à redéfinir la manière dont l'humanité aborde la Lune. Clémentine, en 1994, a fourni les premières cartes topographiques et spectrales globales, ouvrant l'hypothèse de la présence de glace d'eau dans les cratères en nombre permanente. Depuis 2009, le Lunar Reconnaissance Orbiter, avec des caméras atteignant une résolution de 0,5 mètres par pixel, a produit des cartes sans précédent, mesurant avec précision la température de surface, les radiations, la pente et la rugosité, des paramètres essentiels pour tous les projets futurs. Les missions Chang'e de la Chine et les missions Chandrayaan de l'Inde ont continué d'apporter des données géologiques, minéralogiques et d'échantillons à un coût bien inférieur à celui des vols habités. La différence est que les robots sont très efficaces pour répondre à la question « Qu'y a-t-il là, bas ?» Ils peuvent mesurer, imager, analyser, forer et rapporter des échantillons sur Terre. Plus important encore, les robots permettent de modifier le rythme de l'exploration. Les humains nécessitent des horaires stricts, des heures de travail limitées et des fenêtres de sécurité rigoureuses. Un orbiteur peut collecter des données silencieusement pendant des décennies. Ce sont les robots qui ont maintenu la Lune vivante dans la science humaine. Même en l'absence d'êtres humains, les robots explorent, mesurent, testent des technologies et échouent à la place des humains. Ils déterminent où se trouve la glace d'eau, où il est sûr d'atterrir et où la construction peut être envisageable. Chaque ensemble de données renvoyées par les robots réduit les risques pour les humains à l'avenir. L'exploration spatiale n'est plus une histoire de héros individuels, mais de systèmes. Les humains n'ont pas besoin d'être physiquement présents partout pour affirmer la présence de l'intelligence. L'intelligence peut s'étendre à travers les machines. C'est précisément lorsque les robots prennent en charge les tâches les plus dangereuses que la Lune commence à être perçue sous un angle différent. Elle n'est plus seulement la destination de la nostalgie de l'ère Apollo, elle devient une ressource potentielle et un maillon d'une architecture spatiale plus vaste. C'est le moment où la Lune est réévaluée. C'est le moment où la Lune est réévaluée. Le tournant est venu de découvertes qui semblaient modestes au départ, mais qui se sont révélées stratégiquement importantes, la glace d'eau, les données du Lunar Reconnaissance Orbiter, ainsi que les mesures neutroniques et les observations spectrales de multiples missions, montrent que dans les cratères proches des pôles sud et nord, où la lumière du Soleil n'atteint jamais, des réserves stables de glace d'eau existent depuis des milliards d'années. Les températures y peuvent descendre en dessous de -170 degrés Celsius, suffisamment froides pour empêcher l'eau de se sublimer. Dans l'espace, l'eau est une ressource chimique stratégique. L'électrolyse divise l'eau en oxygène et hydrogène. Les deux composants du carburant de fusée. Si le carburant peut être produit directement sur la Lune, les coûts de lancement depuis la Terre diminuent de manière exponentielle. La gravité lunaire
ne représente qu'environ 6,5% de celle de la Terre, ce qui signifie que beaucoup moins d'énergie est nécessaire pour quitter la surface. Un kilogramme de carburant produit sur la Lune a une valeur de transport bien supérieure à un kilogramme lancé depuis la Terre. En même temps, la position de la Lune dans le système dynamique Terre-Lune offre un avantage unique. Les orbites autour de la Lune, en particulier les orbites en halo près des points de Lagrange, permettent la construction d'infrastructures intermédiaires, où les vaisseaux spatiaux peuvent être assemblés, ravitaillés et entretenus avant de voyager plus loin. Le régolithe, la poussière rocheuse autrefois considérée comme un obstacle, est désormais étudiée comme une ressource pour la construction et la protection contre les radiations. Les limites physiques de la Lune elles-mêmes obligent l'humanité à penser de manière systémique, durable et à long terme. Pour cette raison, le nouveau rôle de la Lune ne concurrence pas Mars, mais le complète. Une stratégie interplanétaire rationnelle ne saute pas l'étape intermédiaire. La Lune est l'endroit où les technologies de survie de longue durée sont testées, où l'échec ne met pas en péril l'ensemble du programme et où les humains apprennent à construire au-delà de la Terre tout en restant sous contrôle. Dans cette logique, retourner sur la Lune n'est pas un pas en arrière, mais une optimisation du chemin vers l'avenir. Mais si la Lune est une infrastructure, comment cette infrastructure est-elle construite dans un environnement de faible gravité, de poussière abrasive, de températures extrêmes et d'un cycle lumineux contraignant? Le coût officiel du programme Apollo s'élevait à 25,4 milliards de dollars américains en valeur des années 1960. Ajusté aux valeurs actuelles, ce montant équivaut à environ 150 à 170 milliards de dollars, selon la méthode de calcul de l'inflation. Il s'agissait d'un investissement colossal pour seulement 6 alunisages habités et un total de 12 humains ayant posé le pied sur la Lune. Derrière Apollo se trouvait une vaste machine industrielle s'étendant à travers les États-Unis. Plus de 400 000 ingénieurs, scientifiques et techniciens ont été impliqués directement ou indirectement. Des milliers de sous-traitants, grands et petits, opéraient au sein d'un réseau complexe où chaque composant, des boulons au système de guidage, était conçu sur mesure pour un seul objectif, envoyer des humains sur la Lune le plus rapidement possible. Apollo a atteint une efficacité maximale à court terme, mais n'a pas laissé derrière lui un écosystème technologique capable de se maintenir. Après chaque mission, la plupart des équipements étaient abandonnés, les fusées ne revenaient pas, les modules n'étaient pas réutilisables, il n'existait aucune chaîne de production transmissible. Lorsque le programme a pris fin, un immense ensemble de connaissances s'est dissipé avec lui, non pas parce qu'il était défaillant, mais parce qu'il n'existait plus d'environnement dans lequel il pouvait continuer à fonctionner. L'humanité a prouvé qu'elle pouvait atteindre la Lune.
mais elle n'était pas encore prête à y maintenir une présence durable. Si retourner sur la Lune n'est plus une question de puissance des moteurs ou de taille des fusées, alors la question centrale de la nouvelle ère se situe ailleurs: comment construire en faible gravité? La gravité lunaire ne représente qu'environ un sixième de celle de la Terre, un chiffre qui peut sembler avantageux, mais pour la construction, il constitue un défi fondamental. Sur la Lune, chaque force appliquée tend à repousser la machine qui la génère. Un bras robotique qui ford dans le sol peut se soulever lui-même. Une excavatrice peut glisser au lieu de creuser. Le problème central ici est le manque d'inertie. À cela s'ajoute le régolithe, la couche de matériaux qui recouvre toute la surface lunaire. Son épaisseur varie de quelques mètres dans les régions de hauts plateaux à plusieurs dizaines de mètres dans les plaines de mer anciennes. Des études récentes montrent que dans des environnements à faible gravité, les mécanismes d'excavation traditionnels sont presque inefficaces. Mais creuser n'est que la première étape. La véritable construction commence par une question plus fondamentale. D'où viennent les matériaux? Chaque kilogramme lancé depuis la Terre vers la Lune peut coûter des dizaines de milliers de dollars, sans compter les frais d'atterrissage et de déploiement. Pour cette raison, la stratégie centrale de tout projet sérieux est l'ISRU, l'utilisation des ressources locales, chaque décision de construction entraîne des conséquences logistiques. Comment l'air est circulé, comment la chaleur est dissipée et quels matériaux sont utilisés pour la protection contre les radiations. Ce qui est frappant, c'est ceci: la propulsion n'est plus le principal obstacle. Nous disposons déjà de fusées suffisamment puissantes . Ce qui nous manque, c'est la capacité de construire de manière répétée, de réparer et de s'étendre, des capacités dont Apollo n'avait pas besoin. Construire en faible gravité exige des robots autonomes fiables, des systèmes autocorrectifs et des chaînes d'approvisionnement qui ne dépendent pas entièrement de la Terre. Il s'agit d'un défi de mécanique, de matériaux et de logistique, et non de vitesse de libération ou de poussée. L'ère d'un pôle dominant unique est révolue, laissant place à une structure multicentrée où la science, la technologie et la géopolitique sont plus étroitement liées que jamais. Pendant près d'un demi-siècle après Apollo 17, le silence à la surface de la Lune a souvent été interprété comme un signe de retrait. En réalité, ce silence marquait un changement de pouvoir. Le premier véritable tournant est survenu en 2019, lorsque l'administration spatiale nationale chinoise a fait atterrir Chang'e 4 sur la face cachée de la Lune, brisant une barrière psychologique de longue date. Cela a été suivi par Chang'e 5, qui a rapporté 1,730 et 1 kg d'échantillons lunaires d'Oceanus Procellarum en 2020.
la première fois depuis 1966, lorsque l'Union soviétique a réalisé la mission Luna 24, une nation autre que les États-Unis a exécuté de manière indépendante l'ensemble du cycle. Lancement, atterrissage, collecte d'échantillons, décollage lunaire et retour sur Terre. En 2023, l'Organisation indienne de recherche spatiale a réussi un alunissage en douceur avec Chandrayaan, 3 près du pôle sud de la Lune. Cette région est particulièrement importante car les cratères en nombre permanente pourraient contenir de la glace d'eau. Apollo était une course définie par la vitesse et le spectacle. La nouvelle ère est une course définie par l'endurance et l'intégration. Les robots, les satellites relais, les stations orbitales et les normes techniques sont devenus les nouveaux instruments du pouvoir d'influence. Aucune nation ne peut, à elle seule, construire une chaîne d'approvisionnement interplanétaire durable. Et dans ce contexte multipolaire, une nouvelle question émerge. Si l'humanité ne poursuit plus des symboles, qu'est-ce qui guidera nos prochaines étapes sur la Lune ? La réponse commence à prendre forme dans un programme qui ne cherche pas à recréer le passé, mais à s'y établir durablement, un programme appelé Artemis. Artemis n'a pas été créé pour recréer Apollo. Par son nom même, la déesse qui se tient aux côtés d'Apollon dans la mythologie grecque, le programme affirme clairement que revenir ne consiste pas à répéter le passé, mais à le corriger. Artemis est conçu comme une séquence d'infrastructures et non comme une succession d'événements. Le programme vise à établir des capacités en couches qui se construisent les unes sur les autres. Lancement, orbite, alunissage, survie, logistique et expansion. Au centre de cette architecture se trouve le programme Artemis, dirigé par la NASA. Mais il ne fonctionne pas seul. Contrairement à Apollo, Artemis repose sur un modèle de partenariat reliant agences spatiales, entreprises privées et normes ouvertes. Un pilier clé de cette approche est le Lunar Gateway. Une station orbitale autour de la Lune, Gateway n'est pas une version réduite de l'ISS, mais un hub de transfert dans l'espace cislunaire. Fonctionnant sur une orbite halo quasi rectiligne, la station maintient une visibilité stable du pôle sud, tout en réduisant la consommation de carburant pour les alunissages et les retours. Gateway permet l'assemblage, le ravitaillement, la protection contre les radiations et les tests technologiques, des fonctions qui ne peuvent pas être réalisées uniquement par des missions directes.
Une autre différence majeure est l'intégration des robots et des humains. Artemis ne considère pas les robots comme des solutions temporaires, mais comme des coéquipiers. Les missions précurseurs collectent des données sur le terrain, les radiations et la glace d'eau, afin de réduire les risques pour les astronautes. Sur le plan économique, Artemis met l'accent sur la réutilisation et la commercialisation. Les fusées, les modules d'atterrissage et les services logistiques sont conçus pour des usages multiples dans le cadre de contrats compétitifs. Cela réduit non seulement les coûts, mais crée également des incitations de marché. Une fois l'infrastructure en place, des missions scientifiques, industrielles et même touristiques peuvent émerger, répartissant la charge financière au-delà des budgets publics. Mais la plus grande différence d'Artemis réside dans ce qui vient après la Lune. Apollo s'est terminé sur la Lune, Artemis y commence. Chaque leçon apprise sur la Lune réduit les risques pour les voyages interplanétaires, une logique évolutive et non une performance. À un niveau plus profond, Artemis répond à une question existentielle: pourquoi retournons-nous sur la Lune alors que nous n'avons plus besoin de prouver qui nous sommes? La réponse est d'apprendre à rester, à construire sans détruire et à avancer sans répéter les erreurs du passé. Et à mesure que cette base prend forme, le regard de l'humanité se tournera encore plus loin, vers les confins froids et sombres du système solaire, là où l'attraction gravitationnelle du Soleil commence à s'estomper. Plus d'un demi-siècle sans empreintes humaines sur la Lune n'a pas été un recul des capacités, mais une pause stratégique pour se préparer à une entreprise bien plus vaste. Après l'ère Apollo, brillante mais symboliquement politique, le monde est entré dans une phase plus pragmatique et prudente. Nous ne nous sommes pas arrêtés, nous avons changé d'état d'esprit, passant d'une exploration à court terme à l'établissement d'une civilisation durable au-delà de la Terre. La Lune n'a jamais quitté l'attention de la science. Pendant 5 décennies, elle a servi de laboratoire géologique discret mais puissant, où chaque grain de poussière planétaire et chaque signal sismique nous ont aidés à redéfinir les origines du système solaire. Revenir aujourd'hui ne consiste plus à planter un drapeau, ni à répéter les triomphes du passé. Les objectifs sont désormais plus clairs et bien plus ambitieux. Extraire la glace d'eau au pôle, déployer des réacteurs nucléaires à petite échelle et transformer la Lune en un véritable port spatial. Nous retournons pour apprendre à survivre dans des conditions extrêmes sur un autre monde, pour maîtriser l'utilisation des resources in situ et pour valider les technologies qui nous mèneront un jour vers Mars. L'attente de 52 ans n'a pas été un vide dans l'histoire, mais une période d'accumulation nécessaire construisant la force interne requise pour transformer la Lune d'une destination en une véritable plateforme de lancement. L'humanité ne revient pas simplement pour poser à nouveau le pied sur la poussière lunaire grise, mais pour ouvrir le premier chapitre d'une espèce interplanétaire
Thank you for staying with WUFO Space until the very end of this journey through the vast universe. If you found this video interesting and insightful, don't forget to like, share, and subscribe to WUFO Space so you won't miss our next cosmic adventures. Your support means the world to us and fuels our passion to keep exploring the wonders beyond.